Bonsoir, bienvenue à l'Institut français de Casablanca pour ce nouveau rendez-vous La Place des Sciences. Merci de votre présence fidèle à ces rendez-vous dont l'objet est de vous faire partager la science en cours, la science en train de se faire en invitant donc avec le partenariat et les soutiens de l'école centrale Casablanca, et je remercie son directeur adjoint d'être présent régulièrement avec nous, et je lui passerai la parole tout de suite après, donc en invitant des chercheurs qui travaillent sur un certain nombre de sujets qui vont donc, suivant les mois, j'allais dire, de la métaphysique, de la physique, des sciences du vivant, de la géologie, on avait dernièrement, ou des fossiles, bref, des éclairages qui nous permettent de comprendre ce qui se passe autour de nous et probablement de nous aider à mieux saisir le monde qui nous entoure et comment ce regard de la science actualise finalement notre regard sur le monde. Voilà, ce rendez-vous donc est un rendez-vous mensuel, hein, 4e mercredi du mois. On le poursuivra cette année avec grand plaisir. Et merci à toi de ce partenariat qui dure et qui marche. Je te cède tout de suite la parole, donc Serge Delvedov, directeur adjoint de l'école centrale Casa. Merci Martin. Bonsoir à tous. Donc moi je vais être très bref. Pour ceux qui ont assisté à ces conférences de la place des sciences, après la paléontologie, après l'astrophysique, après la physique fondamentale, après les bulles, les gouttes d'eau et la paléontologie, donc nous allons passer aux météorites avec une chercheuse marocaine de l'université Hassan II, donc Asna Chenaoui. Donc elle va vous parler de météorites. Donc Asna est chercheur dans ce domaine bien particulier où le Maroc est en bonne place. Hein. Ce qu'on vous a dit le mois dernier sur la paléontologie et sur les fossiles, c'est vrai aussi pour les météorites, pour une raison différente. Mais vous savez que le Maroc est très... comment dire, est un lieu très privilégié pour les fossiles. On trouve des fossiles de toutes les périodes. Pour les météorites, c'est un peu pareil. Hein. Donc Asna va vous raconter ça. Elle fait partie, alors elle est professeure, mais je vais prendre mon petit pense-bête. Elle est aussi membre du comité international de nomenclature des météorites, la Meteorological Society, hein, qui répertorie ces objets-là. Et surtout en 2017, pour récompenser son travail, son nom a été donné à un astéroïde qui se balade quelque part dans l'espace. Voilà. Asna, je t'en prie, à toi la parole. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Je tiens à remercier Serge pour l'introduction flatteuse et donc l'école centrale pour cette invitation à participer à cette série de conférences. Je suis honorée. Et puis merci à l'Institut français de m'accueillir. C'est un grand plaisir et un privilège d'être parmi vous ce soir. Alors on va essayer de voyager un petit peu dans l'espace, peut-être pas dans le temps, aussi un peu dans le temps, mais voyager dans l'espace et découvrir des choses fabuleuses que nous avons dans notre pays. Alors j'ai donné un nom un petit peu... pour titiller les esprits, les météorites du Maroc, entre mythe et réalité. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que vous avez entendu qui peut être réfuté ou pas. Alors, avant de commencer, donc, je fais juste une petite introduction de qu'est-ce qu'une météorite. Une météorite, c'est une roche. C'est une roche extraterrestre. Et c'est pour cela que ce sont les géologues qui travaillent sur les météorites.
Donc, on a différentes branches dans la géologie, de la géochimie, la géophysique, etc., qui travaillent sur les météorites. Et donc, on fait la distinction entre les chutes et les trouvailles. Quand on parle de météorites que l'on voit arriver sur Terre, où il y a des témoins oculaires, ben on parle de chutes observées. Et on en reçoit à peu près au comité de nomenclature entre 5 et 7 par année qui sont déclarées. Et à côté de cela, vous avez les trouvailles. Donc les trouvailles, il y en a une très grande quantité et on va voir. En fait, c'est toutes les météorites qui sont récoltées et qui se sont accumulées sur le sol terrestre pendant les temps géologiques et donc qui sont récupérées maintenant petit à petit. Alors, l'intérêt, pour quelles raisons est-ce qu'on travaille? On va voir tous les intérêts. Mais l'intérêt premier des météorites, c'est d'avoir des objets sur lesquels on peut travailler, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur l'univers, sur le système solaire, etc., par les travaux de l'astrophysique, par la spectroscopie, mais on a très peu d'objets qui viennent de notre système solaire sur lesquels on peut faire des analyses directement. Et les météorites jouent ce rôle-là, et elles se substituent, si vous voulez, aux missions spatiales dont on n'a pas encore les retours d'échantillons. Alors, les missions spatiales qui ont connu des retours d'échantillons, c'est Apollo, bien sûr, avec des dizaines de kilogrammes de roches lunaires qui ont été ramenées sur Terre. Et puis, bien sûr, il y a la mission Stardust qui a récupéré des poussières de comètes et une mission sur un astéroïde dont on a récupéré quelques milligrammes, mais c'est tout ce qu'on a comme objets qui viennent de roches, de planètes ou d'astéroïdes de notre système solaire. Autrement, ben, tout ce qu'on connaît, c'est par l'astrophysique et la spectroscopie, c'est une observation de loin. Donc, avoir des cailloux qui viennent de ces corps-là, c'est quand même très, très important et utile. Alors, maintenant, donc, que se passe-t-il? En fait, que se passerait-il? Donc, comme j'étais à l'école centrale, donc bien sûr, j'en ai discuté avec les élèves parce que ça, c'est un travail d'ingénieurs qui ont modélisé les effets d'une arrivée d'astéroïdes sur Terre en prenant deux types d'astéroïdes, un qui aurait une taille de 50 mètres, l'autre qui aurait une taille de 200 mètres. Ces objets qui descendraient, en fait, qui percuteraient soit la ville de Berlin ou la ville de Londres. Et ces ingénieurs, ils ont pris différents effets qui sont produits par les impacts, à savoir le vent, la pression, la température, les séismes, les cratères, les éjectats, les tsunamis. Et donc, ils ont fait cette modélisation et ils ont trouvé, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ce n'est pas quand on a un impact. En fait, ce n'est pas l'impact lui-même qui est destructeur et qui donne le plus d'effets, mais c'est plutôt le vent. Alors, vous voyez, vous avez l'explosion. Donc, hop, ça ne marche plus. Donc, vous avez le vent. Donc, vous avez le vent qui, lui, donne le plus de dégâts. Alors, vous voyez ici 85%, 48%, 84%, 49%. Donc, et on a donné ici, en fait, dans les modélisations, il y a eu deux types de modélisation. Soit l'explosion, c'est-à-dire que l'objet explose dans l'atmosphère, ou bien la chute. Hein, donc, vous avez explosion et impact. Et dans tous les cas, c'est le vent qui l'emporte. Et par la suite, vient la pression. Donc, alors, et en fait, le plus spectaculaire dans cette étude, merci. Le plus spectaculaire dans cette étude, c'est que, en fait, si un astéroïde de 200 mètres impacte une ville comme Londres, on peut avoir jusqu'à 9 millions de morts. Donc, alors on peut se dire, oui, bon, c'est une modélisation. Oui, c'est une modélisation. Alors, je l'accompagne ici par un petit diagramme qui nous montre, en fait, la probabilité, les statistiques de survenue d'objets sur Terre d'une certaine taille. Alors, vous voyez que, en fait, selon la taille de l'objet, en mètres ici, par rapport
au temps qui sépare les arrivées de ces objets. Alors vous voyez que les petits objets, il y en a beaucoup. Donc en fait, en permanence sur Terre, on reçoit des particules extraterrestres tout le temps. On en a des tonnes qui arrivent sur Terre. Et plus les objets sont grands, plus la probabilité de leur arrivée sur Terre est petite. Alors vous voyez par exemple, 1 mètre de diamètre, c'est tous les ans. 100 mètres de diamètre, c'est tous les 10 000 ans. Alors vous voyez, bon, 50 mètres, 200 mètres, à l'échelle humaine, 10 000 ans. Donc c'est bon, l'humanité peut connaître ce genre d'événements. Alors, justement, en fait, si on modélise un petit peu, ou si on voit quel est l'effet dégagé lors d'un impact, alors ici vous avez l'équivalent énergie qui est libéré par les impacts sur l'événement Tunguska. Tunguska, c'est une explosion. On n'a pas de météorite qui a été trouvé. Donc, il y a un objet qui a explosé dans l'atmosphère et qui a provoqué, alors c'est ici en 1908, qui a provoqué la mort de toute une région dans la Russie. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, les arbres n'ont pas repoussé, la végétation n'a pas repoussé. Ensuite, vous voyez que, bon, un petit peu plus fort, météore cratère, c'est ça, hein, c'est le météore cratère en Arizona, c'est l'un des plus beaux cratères qui peut être visité dans le monde. Il fait à peu près 1 km de diamètre et il est géré par une famille, les Barringer. Ce cratère est l'un des plus jeunes et des mieux préservés, mais vous voyez déjà l'événement, où est-ce qu'il se situe en termes d'énergie. Et vous voyez quelque chose d'important aussi, le Chicxulub, j'y reviendrai tout à l'heure, mais voyez la puissance de l'impact et le cataclysme qui a d'ailleurs été provoqué par cet événement-là. Alors, juste un petit clin d'œil. Oups, j'ai plus rien. Ah voilà, donc mon petit clin d'œil est là. Donc un petit clin d'œil par rapport, alors je disais mythe, réalité, donc entre le mythe et la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est mythique. Donc au Maroc, nous avons un cratère d'impact effectivement, le premier, le seul qui a été découvert à ce jour, c'est le cratère d'Agoudal, qui est dans le Haut-Atlas, à côté d'Imilchil, mais qui n'a rien à voir avec les lacs Isli et Tislit, qui n'ont pas du tout une origine extraterrestre, c'est une origine complètement tectonique. Par contre, les lacs Isli et Tislit ont donné leur nom à une planète et à une étoile et une exoplanète. Donc, il y a eu un concours international, c'était pour les 100 ans de l'IAU, donc le International Astronomical Union. Et donc, le Maroc a eu, comme différents pays, la possibilité de nommer une étoile et une planète. Et c'est les noms d'Isli et de Tislit qui ont été retenus. Et donc, on a eu un de nos collègues qui a conçu cette belle affiche. Donc, que les Isli et Tislit soient des cratères d'impact, c'est un mythe, mais qu'il y ait un vrai cratère d'impact dans la région d'Agoudal, c'est une réalité, et que Isli et Tislit aient donné leur nom à une exoplanète et une étoile, c'est une réalité. Alors maintenant, que se passe-t-il? Bon. C'est ma vidéo, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Non, ça a marché tout à l'heure. Attends, je vais enlever ça. Voilà, pardon. Donc, alors un événement qui a été beaucoup médiatisé chez Chelyabinsk en 2013. Alors vous voyez ici, en fait c'était à 7 h du matin. Alors c'est le soir, en fait, bon, il fait un peu sombre et vous voyez la luminosité. Donc, 2 minutes plus tard, donc vous avez...
les vibrations sonores sont arrivées plus tard et vous avez vu en fait l'ampleur de ces vibrations et c'est ça, donc l'explosion des vitres qui a fait les blessés. Alors, énormément, quels sont les intérêts qu'on a à travailler sur les météorites, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on apprend en travaillant sur les météorites, beaucoup de choses, par exemple l'histoire de la formation de l'univers, donc d'où viennent les éléments chimiques qui constituent notre système solaire, l'univers. En travaillant sur les météorites, on a pu démontrer en fait l'origine de la Lune qui a été éjectée de la prototerre suite à un impact géant. On a montré par exemple sur les météorites que pendant la formation du système solaire, il y a eu une période dans le tout jeune système solaire en formation qui a vu un très grand nombre d'impacts d'objets les uns avec les autres, c'est ce qu'on appelle le Late Heavy Bombardment, et qui a donné justement les positions que les planètes ont dans le système solaire aujourd'hui. Et donc, je donne juste pour illustrer mon propos un travail qui vient d'être publié, très, très récemment, hein, donc, et dans lequel en fait, les chercheurs ont montré qu'il y a des éléments chimiques qui ont été trouvés dans cette météorite-là, qui remontent clairement à non pas au système solaire, à notre système solaire, mais à un système solaire qui était avant. Et donc, si vous voulez, ça répond au questionnement de savoir d'où viennent tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev que nous avons dans le système solaire, d'ailleurs, pas que sur Terre, et qui ne peuvent pas venir de notre Soleil, parce que notre Soleil est une planète est une étoile qui est petite, c'est une étoile qui est jeune, et donc qui n'est capable de produire que de l'hydrogène et que de l'hélium, même pas. Donc, voilà, on montre en travaillant sur les météorites que les éléments chimiques ont une origine plus ancienne que le système solaire. Alors, autre questionnement auquel répond le travail sur les météorites, c'est l'origine de l'eau sur Terre. Alors, on peut ne jamais se poser cette question et probablement que vous ne vous l'êtes jamais posée, mais l'origine de l'eau sur Terre, ce n'est pas quelque chose de trivial, hein. La Terre n'est pas née, n'a pas été formée dans le système solaire avec son patrimoine eau. Le patrimoine eau de la Terre qu'elle avait au départ était très pauvre. Il est issu uniquement du dégazage volcanique et ce n'est pas suffisant pour expliquer la formation des océans que nous avons sur Terre. Et donc, il est admis actuellement, clairement admis, qu'une très grande partie de l'eau terrestre a une origine cométaire. Donc vous voyez, en fait, là, ça a été publié en 2019 dans Nature. Et donc c'est pour confirmer définitivement cette origine cométaire de l'eau sur Terre. Alors, on le voit sur des météorites qui sont les chondrites carbonées, qui sont très particulières. Les chondrites carbonées sont des météorites qui ont 20% d'eau, qui sont très primitives, c'est les plus anciennes objets du système solaire, et qui contiennent en fait du carbone en grande quantité, et donc qui a pu, on le verra après, qui a pu... ah ben non, on le voit ici, où on a pu montrer justement la fabrication des premières briques de la matière organique. Alors, autrement, on cherche toujours la vie extraterrestre. Cette image, c'est une image de microscope électronique à balayage où on voit une bactérie dans une météorite martienne qui a été collectée en Antarctique, ALH 84001, et où on pensait dans cette météorite qu'on avait trouvé de la vie sur Mars. Le président des États-Unis l'avait annoncé en conférence de presse, mais il s'est avéré par la suite que cette bactérie était issue d'une contamination terrestre et donc pas encore de vie extraterrestre démontrée. Par contre, ce qui est démontré, c'est les extinctions massives d'espèces. Donc vous avez eu Nordin Jalil le mois dernier qui a dû vous parler certainement de ça. Et l'une des extinctions que l'on connaisse le mieux,
c'est celle de la limite KT, hein, donc à la fin du Crétacé, début du Tertiaire, avec la disparition des dinosaures. Donc là, c'était vraiment quelque chose de... c'est un événement important parce que les dinosaures ont régné sur Terre pendant beaucoup plus longtemps que l'espèce humaine, hein. Donc c'était des espèces qui étaient bien où elles étaient, et suite à un impact géant, accompagné aussi par un volcanisme important, eh bien, donc, cet impact géant, on le retrouve justement au niveau de la baie du Yucatan dans le Mexique, c'est le cratère du Chicxulub. Et donc ici, avec toutes les publications donc plus récentes, mais bon, ça a été démontré il y a quelques années, que cette extinction des dinosaures, elle est directement liée en grande partie à la formation de ce cratère d'impact. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur la liaison, parce qu'en fait, il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu, donc les extinctions massives d'espèces, la Terre en a connu un certain nombre, et donc dans ce travail-là qui a été publié par Rampino en 2015, où il essaye de corréler, en fait, ici, FB, c'est les coulées de basalte. Donc sur Terre, il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où le volcanisme était très important. Quand vous avez un volcanisme important, le volcanisme s'accompagne par en fait des éjectats, par des gaz, etc. Et donc ça change le climat et tout. Donc vous avez ici tous les points ronds noirs, c'est les périodes où il y a eu les coulées de basalte. ME, ce sont les extinctions massives d'espèces. Vous avez tous certainement déjà vu des trilobites, donc ce qui est des fossiles qu'on vend au niveau d'Erfoud, etc. Donc ça, c'est une faune qui était extrêmement extravagante et qui a disparu d'un coup. Et il y a eu plusieurs ponctuations comme ça dans l'histoire de la Terre. Donc, les extinctions massives d'espèces, c'est les flèches. Et les petits triangles noirs, en fait, c'est les âges des cratères d'impact. Et vous voyez qu'en fait, ces trois choses, ben, souvent, elles se retrouvent liées. Et donc, on démontre comme ça que, en fait, différentes extinctions massives d'espèces sont reliées à des chutes importantes de cratères, de météorites. Alors, Rampino, bon, là, il a fait un petit peu plus fort parce qu'il a essayé de lier cette cyclicité à la cyclicité du Soleil en fonction de son azimut sur le plan galactique. Donc, bon, c'est publié, ça, c'est pas tout à fait accepté par tous les scientifiques. Les météorites sont connues des humains depuis longtemps. Il faut savoir que le premier fer que l'humain a utilisé était du fer météoritique, parce que c'était beaucoup plus simple. Les météorites de fer sont composées uniquement de fer et de nickel, donc il n'y a pas besoin de les extraire. Tout le fer qui est utilisé maintenant dans la sidérurgie, il vient de mines, il vient de minerais. Donc le minerai, c'est un mélange d'éléments chimiques, et pour pouvoir extraire le fer, ben, il faut le traiter, c'est tout un travail. Et ça, les êtres humains ne savaient pas faire avant. Et donc, déjà, dès l'âge de bronze, là c'est l'âge de fer, mais dès l'âge de bronze, il y a des objets qui ont été confectionnés en fer météoritique qui ont été retrouvés. Ici, c'est la dague de Toutankhamon, qui est faite dans du fer météoritique. Et même, en fait, cet objet-là qui a été trouvé, donc c'est aussi dans la tombe de Toutankhamon, et où vous voyez ce petit scarabée qui est sculpté dans du verre d'impact, c'est le verre libique que l'on retrouve beaucoup en Égypte. Donc, utilisation par l'homme des météorites. Alors, bon, l'origine extraterrestre des météorites, elle n'a été démontrée qu'en 1792 par un physicien allemand qui s'appelle Chladni. Et donc avant ça, donc là c'est une illustration de la chute d'Ensisheim qui a eu lieu en France, en Alsace en 1492, et où on pensait justement, là c'est représenté comme une pierre de tonnerre, donc on pensait que c'était des éjectats de volcans. Il y a eu énormément d'explications, mais il était très difficile
à l'humain d'accepter qu'il y ait des roches qui viennent d'en dehors de la Terre, en fait. Et donc ça, c'est un tract de Sébastien Brandt qui, en 1492, a essayé, c'était un scientifique, qui a essayé de relater donc la chute d'Ensisheim auprès des populations. Alors, quand une météorite arrive sur Terre, on ne la voit pas arriver, hein. En fait, la vitesse d'arrivée sur Terre est tellement importante qu'on n'arrive pas à l'anticiper. Et les seuls, donc de mémoire d'humain, il y a 2 événements qui ont pu être suivis plusieurs heures avant que l'objet n'arrive sur Terre. Cet événement-là, en fait, la météorite s'appelle Mahtasitsa, mais le météore a été suivi pendant 10 heures par tous par tous les télescopes du monde entier, et on savait qu'il allait tomber au Soudan. Et d'ailleurs, c'est une météorite qui est très intéressante parce que c'est en fait, donc c'est une météorite composée de différentes météorites. Donc, elle a un intérêt particulier. Et puis, une autre chute qui a eu lieu il y a 2 ans en Tanzanie. Alors, où est-ce qu'elles sont ramassées? Eh bien, elles sont ramassées dans les déserts, d'abord en Antarctique. L'endroit qui donne le plus de météorites dans le monde, c'est l'Antarctique. Sauf que l'Antarctique, les missions pour aller collecter des météorites en Antarctique, on n'a pas le droit d'y aller comme ça. Donc, ce sont des missions qui sont organisées par les États. Donc, vous avez des missions japonaises, des missions italiennes, belges, américaines, etc. C'est réglementé. Et puis, donc, il y a une très grande collecte de météorites. Alors, pourquoi pourquoi en Antarctique? C'est parce que, bien sûr, ça se passe de commentaires. Vous avez donc la glace, les objets qui sont plutôt sombres et qui sont relativement faciles à détecter, à voir sur le substratum qui est clair. Et puis, les déserts chauds. Alors, dans les déserts chauds, vous avez en fait tout le Sahara, la péninsule arabique, surtout en fait le sultanat d'Oman, et puis beaucoup de collectes qui se font en Atacama maintenant. Donc c'est les endroits où on a le plus, et en Australie, c'est les endroits où on a le plus de collectes. Alors de la même manière que dans les déserts froids, vous avez des météorites, dans les déserts chauds, en général il y a peu de végétation, en général le sol est relativement clair, donc c'est c'est là où plutôt, en fait, il n'y a pas une chute particulière, mais c'est une accumulation parce que comme il y a peu d'eau, les météorites qui tombent, elles ne sont pas altérées et elles sont accumulées dans les déserts. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent? On a dit tout à l'heure, ce sont des roches. Ce sont des roches, donc elles viennent du système solaire. Et les seules origines possibles dans le système solaire, c'est les planètes internes, puisque ce sont les planètes rocheuses. Donc vous avez Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars et la ceinture d'astéroïdes. Les autres planètes ne sont pas des candidates potentielles puisqu'elles sont gazeuses. Alors, donc, ce qui est reconnu, la majeure partie des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes, c'est majoritairement les chondrites. Quelques-unes viennent de Mars, quelques-unes viennent de la Lune. On ne connaît pas de météorites venant de Mercure ou de Vénus, du moins ce n'est pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Alors, on voit cette différenciation d'origine dans la classification des météorites. Donc, vous avez dans les météorites 2 grands groupes. Les météorites primitives qui sont les chondrites et qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, elles viennent de petits corps. Les astéroïdes sont des petits corps qui n'ont pas eu l'énergie qu'il fallait pour subir la différenciation, pour se réchauffer, etc. Par contre, les météorites différenciées, elles viennent par exemple de Mars, elles viennent de la Lune, ou bien elles viennent de l'astéroïde Vesta, qui est un astéroïde assez gros. Et donc ces corps-là ont une taille assez importante qui leur permet de chauffer et de faire migrer le métal qu'elles contiennent vers le noyau. Et donc vous voyez ici, ça c'est une coupe de la Terre. Donc la Terre avec un rayon de 6372 km et où le noyau terrestre est métallique,
et c'est l'équivalent des sidérites, des météorites de fer, où le manteau terrestre est un mélange, et c'est l'équivalent des météorites mixtes, les palasites, les mésosidérites, etc. Et vous avez en fait donc tout le reste, les météorites lunaires, martiennes et celles qui viennent de Vesta, qui sont très très similaires aux roches magmatiques de la croûte terrestre. Alors ces météorites, elles nous renseignent aussi sur notre planète Terre, puisqu'on n'a pas accès aux profondeurs de notre Terre. Les sondages les plus profonds qu'on est capable de faire ne font pas plus que 11 km. Donc voilà. Alors, les critères de reconnaissance des météorites, donc vous avez un certain nombre de critères macroscopiques, visuellement. Alors visuellement, lorsque vous avez une chute récente, elle est couverte par la croûte de fusion qui est noire. Il y a ces espèces de traces de pouces dans les météorites. En fait, c'est les rigmalites qui sont produits par l'ablation de petits bouts de météorites quand la météorite traverse l'atmosphère. Alors vous voyez que l'intérieur d'une météorite, ça c'est la météorite de Ben Guerir. L'intérieur d'une météorite n'est pas noir. Alors j'ai plein de personnes qui viennent dans mon bureau avec des cailloux noirs. L'intérieur d'une météorite n'est pas noir. Il y a quelques météorites, les chondrites carbonées sont effectivement noirs, mais ce n'est pas la majorité, c'est pas donc quand une météorite est fraîche, elle est plutôt grise. Donc vous avez en critères de reconnaissance, vous avez le magnétisme. La plupart des météorites contiennent du métal, du fer nickel pur, donc ça attire l'aimant, mais il y a aussi des roches terrestres qui peuvent attirer l'aimant. Et puis, vous voyez, en fait, la majeure partie des météorites, c'est des chondrites ordinaires. Et les chondrites, elles portent ce nom parce qu'elles sont composées par les chondres, avec ces petites billes. Et les chondres, ce sont des billes protosolaires. En fait, lors de la formation de la nébuleuse protosolaire, vous avez le passage de vapeur à liquide qui va former des liquides, des billes. Donc vous avez dû certainement c'était la conférence de la dernière fois que j'ai raté, mais donc des billes liquides qui se solidifient et qui vous donnent ces sphères qui constituent toutes les chondrites. Voilà. Et donc ça c'est un critère, ça n'existe pas dans les roches terrestres parce que cette forme de chondre, elle a été perdue par le chauffage des objets. Quand vous avez une planète, vous n'avez plus ça. Ce qui est blanc, c'est le métal et les sulfures. Ça, c'est une image de microscope électronique à balayage. Donc, la présence de métal et de sulfure natifs, la présence de chondre, la croûte de fusion. Alors ça, si vous avez une météorite martienne ou lunaire, vous ne verrez pas les chondres parce qu'ils se sont chauffés et ils ont changé. Et le métal et les sulfures, ils ont migré vers le noyau de la planète, donc vous ne les verrez pas. Alors, donc, je ne vais pas, n'ayez pas peur, juste pour dire que c'est des roches qui sont similaires à des roches magmatiques terrestres. Donc, ça correspond à des basaltes, à des péridotites, avec les mêmes minéraux, sauf que on a en plus le métal et les sulfures qui sont natifs. Ce métal, en fait, le métal fer-nickel, ce métal sous cette forme-là n'existe pas sur Terre, n'existe plus sur Terre. Et puis, pareil, la minéralogie, juste pour dire que, en fait, c'est des roches similaires aux roches magmatiques terrestres, avec des minéraux similaires aux minéraux des roches magmatiques terrestres, c'est-à-dire les olivines, les pyroxènes, les plagioclases, donc comme on connaît sur des roches terrestres. Donc, en fait, si on a un petit bagage de pétrographie et de minéralogie, on est capable de travailler sur les météorites. Alors, il y a aussi, bien sûr, des critères d'identification qui sont un petit peu plus poussés. Là, par exemple, c'est le magnétisme. On mesure la susceptibilité magnétique et ça nous permet de donner, en fait, des classes de météorites, les chondrites ordinaires, les chondrites carbonées, etc. Donc, on peut... Alors, ça tout seul. Donc, il faut juste comprendre qu'on ne peut pas utiliser un seul critère tout seul.
c'est pas parce qu'on va mesurer le magnétisme qu'on va reconnaître, c'est pas parce qu'on va regarder avec les yeux qu'on va reconnaître. Donc il faut rassembler un certain nombre de critères pour pouvoir faire une classification. Alors, je donnerai juste celui-là et je m'arrêterai en termes de moyens de classification. Alors, un des moyens de classification des météorites et qui est absolument radical et fondamental, c'est les isotopes de l'oxygène. L'oxygène dispose de 3 isotopes, l'oxygène 16, 17 et 18. Et donc, ces 3 formes d'oxygène se trouvent en des proportions variables dans les corps rocheux du système solaire. Et ça, on trouve chaque corps avec sa signature. Alors vous voyez ici, cette ligne, c'est la ligne de fractionnement terrestre, quel que soit l'objet qu'on va analyser sur Terre, que j'analyse mon corps, que j'analyse le bois, que j'analyse une roche, que j'analyse l'eau sur Terre, tous les isotopes de l'oxygène vont se trouver sur cette ligne. D'accord ? Et vous voyez par exemple que, en fait, ici, Mars, les météorites martiennes, elles ont une ligne qui leur est propre. Les chondrites carbonées, elles ont une ligne qui leur est propre, etc. Et vous voyez que pour la Lune, elle se trouve sur la ligne de fractionnement terrestre, et c'est l'un des arguments qui est donné pour soutenir l'origine terrestre de la Lune. Alors, il y a des procédures, et quand on travaille sur les météorites, pour dire qu'une météorite est officielle, pour dire que vous avez une météorite, il faut qu'elle soit officielle. Pour qu'elle soit officielle, il y a un process qui est mis en place par la Meteoritical Society, qui consiste d'abord bien à analyser la roche. Alors évidemment, on analyse quand on pense qu'il s'agit d'une météorite, mais toutes les roches qu'on me ramène qui ne sont pas des météorites, je ne vais pas faire d'analyse dessus. Donc on commence par analyser. Cette analyse de la roche nous permet d'en faire la classification, de dire à quelle famille elle appartient. Ensuite, on doit donner la masse référence à un laboratoire agréé. Au Maroc, le seul laboratoire agréé, c'est notre laboratoire, donc qui est reconnu par la Meteoritical Society. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on sait ce que c'est comme météorite, donc on remplit un tableau et on le soumet au comité de nomenclature de la Meteoritical Society. Donc ce fameux comité de nomenclature dont j'ai le privilège de faire partie, c'est un comité qui est constitué de 12 experts internationaux. Et donc j'en fais partie depuis un moment. Je suis le seul membre arabe, musulman, à y être. Et une fois que ces météorites, on les valide, elles sont officielles, acceptées, quand elles sont publiées dans un bulletin qu'on appelle le Meteoritical Bulletin. Et donc, nous avons maintenant une base de données qui est extraordinaire, qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez chercher par pays, par classe. Elle est très très bien faite, vous avez les dates, vous avez tout. Et donc, voilà, par exemple, Tissint, on peut faire les publications dessus parce qu'elle est officielle, parce qu'on a travaillé pour faire en sorte qu'elle soit officielle. Alors, je vais switcher un petit peu aux météorites du Maroc maintenant, avec un petit historique. Donc, au Maroc, nous avons beaucoup de météorites. La météorite la plus ancienne qui soit connue au Maroc, c'est la météorite de Merirt. C'est une météorite de fer. Elle est actuellement au musée du ministère de l'Énergie et des Mines, que vous pouvez visiter. Donc, il est ouvert au public, je pense, les vendredis après-midi, mais vous pouvez appeler et prendre rendez-vous et y aller. Il y a de très très belles choses. Cette météorite, elle fait à peu près 80 kilos et elle a été trouvée en fait en 37 ou 38. Ensuite, la première chute observée qui a été reportée au Maroc, c'était en 1932. Elle s'appelle Douar Mrila. Et je ne sais pas où elle se trouve, mais je pense qu'elle est à Paris. Et depuis 1999 jusqu'à maintenant, on a
milliers de météorites qui sont collectés au Maroc et dans les pays avoisinants. C'est l'une des zones les plus importantes de collecte de météorites dans le monde. Bon, avec un petit problème qui est en fait une nomenclature qui ne nous convient pas, la nomenclature NWA, Nord-Ouest Africa. En fait, les météorites portent le nom de lieux où elles sont tombées ou bien où elles ont été collectées. Et dans cette zone du monde où il y a beaucoup de choses qui sont ramassées, sans qu'on... En fait, les chasseurs de météorites et les nomades qui ramassent, eh bien, ils ne documentent pas les coordonnées de leurs trouvailles. Et donc, on est dans l'incapacité de donner un nom propre. Et donc, le comité de nomenclature, en 1999, quand il a commencé à avoir ce flot de météorites, il s'est dit, bon, comment on va faire? Ouh là là, comment on va faire? Ben, on va leur donner un nom générique, Nord-Ouest Africa, NWA, avec un chiffre. Et là, on en est à NWA 11 000 et des poussières. Alors bien sûr, bon, moi je ne suis absolument pas satisfaite de cette nomenclature parce que ça nous prive de notre patrimoine, bon, parce que ce patrimoine part, mais on est même privé de sa nomenclature. C'est comme si on m'obligeait à appeler tous mes enfants Ahmed 1, Ahmed 2, Ahmed 3. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 20 ans pour essayer de nommer au maximum les météorites marocaines et faire un travail d'éducation auprès des chasseurs de météorites pour qu'ils documentent davantage leurs découvertes pour que l'on puisse donner des noms au lieu d'avoir des NWA. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Et alors, maintenant, nous avons beaucoup de chutes observées. Je vais présenter un tableau tout à l'heure, plus que partout dans le monde. Et ces météorites participent, et je pèse mes mots, à plus de 50% de la production scientifique internationale sur ce thème. Alors, juste pour donner des chiffres, parce que ça, c'est des statistiques officielles. Alors, quand on regarde, en fait, ça, c'est les chondrites ordinaires. Le pourcentage de chondrites ordinaires total dans le monde, c'est 86%. Donc le reste, c'est les différenciés. Et vous voyez que dans les NWA, il y a juste 61%, c'est très bas. C'est bizarre. Alors que quand on regarde les achondrites, ben on voit que les brachinites, il y en a 90% qui ont été collectés au Maroc. Les angrites, les météorites martiennes, les lunaires. Donc toutes les météorites rares, leur plus grande proportion ont été collectées au Maroc. Et alors, bien sûr, donc ça, je vais présenter quelques diapos qui font partie du travail d'une thèse de doctorat qui a été soutenue au mois de septembre dernier d'une de mes doctorantes. Et là, on montre en fait que ceci n'est pas une réalité, c'est un biais, simplement parce que la déclaration des chondrites, bon, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Donc les gens ne déclarent pas. Ils préfèrent vendre comme ça, alors que dans les météorites les plus rares, personne ne va vous les acheter si vous ne les déclarez pas correctement. Et donc, c'est un biais statistique, du moins pour les chondrites ordinaires. On en a autant qu'ailleurs, mais elles ne sont pas déclarées. Alors, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2000 ? Nous avons pris notre bâton de pèlerin et on s'est dit, on va développer cette science au Maroc, on va développer les météorites au Maroc. Donc, on a commencé d'abord par la recherche scientifique, les thèses, les publications, etc. Aujourd'hui, nous avons une position sur le plan international, nous avons une reconnaissance, etc. Donc, ça c'est le travail avec beaucoup de rigueur, etc. Formation académique, nous avons introduit un cours de cosmochimie en troisième année de licence de tous les étudiants au Maroc qui font la licence STU, Sciences de la Terre et de l'Univers. Donc, où ils apprennent un petit peu, en fait, où je leur fais aussi, on leur fait des TP sur les météorites. Et puis, nous avons beaucoup communiqué. Alors, la communication, elle était à différents niveaux. Communication pour le grand public, avec les radios, les télés, les journaux, etc.
mais aussi communication scientifique. Et en même temps, nous avons créé un réseau de détection de météores qui est en cours d'élaboration, et nous avons créé la fondation At-Tariq, dont je parlerai un tout petit peu par la suite. Alors ça fait partie de quelques exemples de journaux. Ça, c'est un journal, je crois, en 2001, en fait, sur l'opinion du Maroc, etc. Donc, à différents événements, nous avons eu plusieurs publications. Alors, ça, c'est, en fait, Tissint, là, ce n'est pas un magazine scientifique. C'est un magazine pour les collectionneurs de météorites, et c'est ce qui est très bien fait, où on avait publié un article sur la chute de Tissint, mais pas pour dire, pas la science, c'était pour raconter notre mission de terrain. Qu'est-ce qu'on a vu, comment ça s'est passé, etc. Et donc, on a eu la couverture de Météorite Magazine. Alors, la communication scientifique, alors, organisation de congrès, alors, celui dont je suis le plus fière, c'est le 77e Meteorological Society Meeting qu'on a organisé à Casablanca. Donc, c'était la première fois dans un pays arabe et musulman, donc jamais ça n'avait été le cas, et il a eu un franc succès. Et donc, c'est quelque chose en fait, bon, on a eu la participation de 420 chercheurs, 40 chercheurs de la NASA. Il y a 40 chercheurs qui sont partis avec nous sur le terrain et qui étaient ravis et qui ne demandent qu'à revenir au Maroc. Voilà, donc des conférences et puis la représentation du Maroc, bon, au comité de nomenclature de la Meteorological Society, dans le conseil, etc. Alors, un petit peu de qu'est-ce qu'on fait réellement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait comme travaux. Je vais donner des petits exemples. Alors, un exemple de ce qui est fait, bon là c'est pendant en fait le travail de thèse de Maria Boulheris, qui est ma doctorante, où en fait on a fait des campagnes de recherche systématique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on choisit nos surfaces, il faut que ce soit une surface ancienne, il faut que ce soit une surface claire, et il faut que ce soit en fait une surface avec peu de végétation et qui soit, si possible, facile d'accès. Et puis, on se met en fait, on se met en ligne et on marche ensemble au même rythme. Et donc, quand quelqu'un trouve quelque chose, c'est de deux choses l'une, soit il le montre, soit il le garde dans sa poche, et puis après, on fait le point sur ce qui est trouvé. Donc, en fait, la réalité, c'est que nous avons beaucoup de météorites, mais la réalité, c'est que c'est très difficile de les trouver. Donc là, c'est un tracé d'une journée. Ça, c'est une mission que nous avions, cette mission où on était 7 chercheurs, où on a passé la semaine. Au bout d'une semaine, à travailler quand même 7 heures par jour, on a fait 2 km². On a couvert 2 km². Donc, c'est pour dire simplement que trouver les météorites, ce n'est pas quelque chose de trivial et de facile. Et au bout de la semaine, on était super contents. On a trouvé 2 météorites, des petits bouts de météorites qui ont beaucoup de valeur pour nous, mais pour quelqu'un qui va chercher ça pour en vivre, c'est pas vraiment l'Eldorado que les gens imaginent. Donc, alors, ces météorites, ce travail, il a été fait pour estimer la densité des météorites dans le Sahara. Et en même temps, donc, on a fait les datations des roches qui ont été collectées pendant ces missions pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'histoire du Sahara. Et ici, en fait, ça, c'est les âges. Alors, vous voyez, ça, c'est 20 000 ans, 19 000 ans, etc. Les flèches rouges, c'est les âges de quelques-unes des météorites, pas toutes, 4 météorites. Et vous voyez que, bon, ce qui est jaune, c'est la fluctuation du climat dans le Sahara. Et vous voyez que, par exemple, cette météorite-là, elle est peu altérée parce qu'elle est tombée dans le Sahara. Elle est vieille, mais elle est plus ancienne que celle-là, par exemple, mais elle est moins altérée parce que à ce moment-là, le Sahara était hyper aride, alors qu'à ce moment-là, il y a à peu près 9 000 ans, entre 10 000 et 9 000 ans, le Sahara était beaucoup plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui. D'accord? Donc, ça fait partie des travaux qu'on développe. Et
Donc, bon, ça a été ça c'est la soutenance de Maria au mois de septembre. Et donc les travaux, ici, en fait, le travail qui a été développé par Maria, ça a été de calculer la densité des météorites dans le Sahara, et qui a été, en fait, le résultat, c'était que c'était entre 0,2 et 1 météorite par kilomètre carré dans le Sahara. Alors, un petit clin d'œil pour Thyssint, bien sûr. Donc, bien évidemment, ça c'est notre fierté nationale. La chute d'une météorite martienne au Maroc, donc, qui a été énormément porteur de beaucoup de sciences et médiatisée. Thyssint est la 5e chute observée de météorites martiennes. Elle a eu lieu en juillet 2011 dans le sud du Maroc. Elle n'a été découverte, elle n'a été trouvée que plusieurs semaines après. Et ça, c'est en fait les différents endroits où il y a eu des petits bouts de météorites qui ont été trouvés. La zone de chute, elle est ici. Thyssint, on a eu vraiment la fierté de présenter en fait un papier qui a été publié dans Science. Donc Science, c'est l'une des deux prestigieux magazines scientifiques dans le monde, et donc d'avoir en premier auteur un chercheur marocain et d'une université marocaine, donc c'est quand même important. Et donc j'ai pu réunir un consortium de 20 chercheurs de 10 pays différents qui ont tous accepté de suivre cette aventure-là et de faire chacun ses analyses dans son domaine d'expertise et d'excellence pour faire un beau papier. Alors, si ce papier a été publié dans Science, c'est parce qu'on a démontré quand même que la météorite de Thyssint, quand elle a été éjectée de Mars, eh bien, Mars était humide. Donc, on a montré la présence de fluides. On a montré que, en fait, Thyssint, non seulement il y avait des fluides, mais que elle démontre l'origine martienne de toutes les météorites martiennes, parce que toutes les analyses qu'on avait faites sur les gaz des météorites martiennes, c'était sur des objets qui avaient séjourné sur Terre pendant très très longtemps, alors que Thyssint, elle a été analysée tout de suite. Donc, c'était la confirmation de l'origine martienne de toutes les météorites martiennes. Donc, c'est quand même des résultats scientifiques importants. Et la science continue sur Thyssint. Et on a eu en 2015 un timbre à l'effigie de la météorite de Thyssint qui a été produit lors d'un congrès qui a été organisé à Marrakech. Alors, le mythe, c'est celui-là. Ça, c'est quand on est allé sur le terrain. Donc, Thyssint, c'est l'endroit où c'est tombé. C'est à 70 km au sud de Tata, au milieu de nulle part. Pour arriver là, donc c'était vraiment galère. Et d'ailleurs, au retour, on a cassé notre voiture, mais bon, c'est pas grave. Mais au milieu de nulle part, on arrive et on trouve des centaines de personnes. Alors, il y avait des enfants, il y avait des femmes, et tous ces gens-là étaient en train de chercher l'Eldorado, et beaucoup sont venus nous voir en nous disant, s'il vous plaît, montrez-nous ce qu'on doit chercher, parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, et que certainement beaucoup d'entre eux sont repartis sans avoir rien trouvé, parce qu'ils ont vu tomber, et parce qu'ils ont su qu'il y avait des bouts de météorites qui étaient ramassés et que c'était une météorite martienne, etc. Donc, voilà. Alors, Thyssint, bon, quelques exemples d'articles publiés et qui continuent. Hein, la semaine dernière, en fait, en ce moment, là, tout de suite, on m'a demandé de reviewer un papier sur Thyssint, donc ça continue. Et, petit clin d'œil, un minéral qui porte le nom de Thysintite, qui a été trouvé dans la météorite de Thyssint. Donc c'est quand même sympathique d'avoir des petites choses marocaines comme ça qui traînent. Voilà. Alors, je pourrais vous parler beaucoup de chutes observées marocaines. J'ai pris juste quelques exemples. Thyssint, Tirert parce que c'est une eucrite, parce que donc ce n'est pas une chondrite, c'est une eucrite. Elle est tombée en juillet 2014. D'ailleurs, en 2014, on a eu 2 chutes observées, l'une en juillet, c'est Tirert, et l'autre en septembre.
Pendant l'ouverture du congrès de la Meteoritical Society, j'étais en pleine ouverture et j'avais des coups de fil incessants. Et on m'appelait pour me dire, mais il y a eu une chute de météorites, il faut que vous veniez. Non, je ne peux pas venir. Là, tout de suite, ce n'est pas possible, donc il va falloir attendre. Donc la même année, on a eu 2 chutes de météorites. Alors Tirart, c'est en fait à côté de Foum el-Hassan. Elle a été vue à 10 h du soir, c'était le mois de Ramadan. Il faisait vraiment très très chaud. Les gens étaient en train de faire la prière, et donc tout le monde l'a vu. Et le lendemain, mais vraiment aux aurores, en fait, les premières pièces ont été trouvées. La réalité, c'est que, bon, il y a quelques personnes qui en ont trouvé, mais sinon, la réalité, c'est que les gens n'ont pas vraiment beaucoup les moyens dans ces zones-là. Pendant cette... alors, les gens qui cherchaient, comme c'était le mois de Ramadan et tout, il y a 2 personnes qui sont mortes pendant parce que vous avez des gens qui sont habitués au désert, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, voilà. 2 autres exemples. Khanq el-Joued, quand il voudra venir. Donc, Khanq el-Joued, c'est une chute du mois d'août, du mois de juillet, pardon, 2017. Même en 2017, on a eu 2 chutes d'ailleurs. Alors, pareil, au milieu de nulle part, dans une zone militaire, et où on a eu tout le mal du monde à arriver, même avec les missions, avec les ordres de mission, etc. Ça a été très très compliqué, mais vous voyez, au milieu de nulle part, encore des centaines de personnes, vous voyez des gamins et tout, et là il faisait une chaleur, c'était affreux en fait. Bon, là c'est sur le trajet, dans la voiture on avait 45 degrés, mais sur place il faisait 52 degrés. Alors, et des gens, bien sûr. Alors, on a eu une tempête de sable. On a dû me mettre dans la voiture parce que tout était en train de s'envoler. Vous arrivez, vous avez des gens qui arrivent et qui cherchent, qui vous demandent, bon, alors, comment c'est, qui essayent de vous vendre des cailloux, bon, voilà. Et des gens qui sont extrêmement intelligents et qui profitent. Business, voilà. Donc, business is business. Et donc, ça, c'était le clou de trouver un marchand de pastèques et de melons. Et je vous assure que tout ça, c'est véridique. Hein, bon. Alors, la réalité, c'est ça, c'est qu'après, vous avez quand vous faites le travail, etc., c'est normal. Vous avez des bouts de météorites qui sont en vente. Alors, ce n'est pas dramatique en soi, si ce n'est qu'il faudrait quand même avoir des choses qui restent dans le pays. Autre chute, alors Gelt Zemmour, c'est dans le sud, tout au sud du Maroc. Alors vous voyez, ici, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors Gelt Zemmour, elle est tombée juste après Eid el-Kbir, donc les gens ils étaient occupés à autre chose et donc ils n'y sont pas allés. Quelques-uns sont partis après. Donc, alors ici, c'est simplement pour montrer qu'on travaille en collaboration avec les chasseurs de météorites. Et c'est très important pour nous. Il y a une relation de confiance qui est installée. Et c'est important que, en fait, eux nous donnent les informations par rapport à ce qu'ils ont trouvé, etc. Mais quand on va sur le terrain, on renseigne des questionnaires, etc., par rapport à tous les gens qui ont observé les chutes. Alors, l'une des plus récentes, bon, c'est la dernière, mais en fait, il y en a 2 qui sont dans le tube, qui ne sont pas encore arrivés. C'est Qsar el-Gour'an. Qsar el-Gour'an, en fait, c'est à côté de Gourama. Et alors, classique, une chute, ordre de mission, carnet de terrain, le GPS, le susceptibilimètre, etc. On va sur le terrain, on parle aux gens, on pose des questions et on achète des échantillons pour faire les analyses. Alors, combien de chutes observées nous avons au Maroc? On a tout ce tableau-là. En fait, il y en a 18. Donc, c'est toutes les petites étoiles que vous avez. Et donc, à partir de 2004, de Ben Guerir, vous voyez, Ben Guerir, c'est quand même assez proche. Hein. Il n'y a pas que le sud. Donc, toutes les étoiles rouges, c'est en fait toutes les chutes observées que notre équipe a déclarées. Donc, c'est notre contribution
donc à ce développement-là au Maroc. Et alors combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, et on en a 2 qui sont en cours. Donc ça, je crois qu'il n'y a aucun labo dans le monde qui ait autant de déclarations de chute observées. Voilà, donc, alors ici, ça, ce sont les masses totales de ce qui est ramassé sur le terrain. Alors ça peut être un caillou, comme c'est le cas de Tinjded, c'était un seul caillou. C'est lui d'ailleurs, c'est elle. En fait, Tinjded, c'est la météorite qui est tombée en septembre 2014. Et donc, un caillou d'à peu près 2 kilos. Mais ça peut être aussi le cas, par exemple, de Tamdart. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis sur la déclaration au départ, 100 kilos. Mais Tamdart, aujourd'hui, on estime qu'il y a eu au moins 500 kilos de récoltés. Le plus gros caillou faisait 80 kilos. Donc, et l'ellipse de chute s'étale sur à peu près 50 kilomètres. Alors, bon, on peut dire, oui, bon, ok, on est très content, on a beaucoup de chutes. Et vous pouvez me croire sur parole qu'il y en a plus qu'ailleurs, mais ça, c'est pareil. Donc, c'est un travail que j'ai présenté en 2016 au Congrès de la Meteorological Society. Statistiquement, en fait, bon, j'ai fait toutes les statistiques depuis 1850 dans différents pays dans le monde. Et au Maroc, depuis 2000, nous avons au kilomètre carré le taux le plus fort comparativement à tout le reste, hein, même aux États-Unis, même la France, etc., y compris les pays qui ont des systèmes de détection de météores. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je ne peux pas l'expliquer, nous travaillons dessus, mais c'est une réalité. Alors, donc si on veut rassembler un petit peu tout ça, bon, ce qui est vrai, c'est qu'on est très riche en météorites. Ça, c'est une réalité. Ce qui est un mythe, c'est la valeur marchande. Donc la valeur marchande, ce n'est pas forcément très fort, ce n'est pas forcément très élevé, et on ne s'enrichit pas forcément en cherchant des météorites. Ce qui est réel, c'est que nous avons des chasseurs de météorites, des nomades au Maroc qui sont fantastiques, fabuleux, qui sont des observateurs exceptionnels. Et ces gens-là, c'est une réalité qu'ils en vivent. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons une position qui est reconnue. Donc, quand nous avons créé la fondation At-Tariq, nous avons invité des chercheurs du monde entier à être membres du comité scientifique. Il n'y en a pas un seul qui a dit non. On a 28 membres du comité scientifique, vraiment avec des noms très prestigieux. Donc on a une position, et ça c'est la crédibilité, c'est le travail, c'est la rigueur. Stratégie développée au Maroc, on espère du moins, bon c'est pas, je ne sais pas, peut-être que je suis très optimiste, mais la réalité elle est là, il y a des doctorants, il y a des jeunes, il y a un travail qui est fait, il y a une production scientifique importante, donc c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Et ce modèle de stratégie, je l'ai présenté il y a 2 mois en Tunisie pour le congrès de géologie arabe. Et donc on essaye d'aider donc les pays arabes et africains à développer ce modèle. La densité des météorites estimée que nous avons calculée, donc Maria a calculé pour sa thèse, elle est entre 0,2 et 1 météorite au kilomètre carré, avec une masse moyenne de 26 grammes, donc ça fait pas mal. Donc si on maximise ce qui a été ramassé, etc., qu'on prend le désert du Maroc, il reste quand même 60 000 à 780 000 météorites à ramasser dans le sud du Maroc. Donc, il y a encore un potentiel important. Ça, c'est une réalité. Mais la réalité aussi, c'est que, voilà, il faut être capable de les reconnaître. Ça, c'est de bons environnements. Alors ici, vous voyez ça, j'ai mon GPS qui est là, et là, il y a un petit bout de la météorite de Qasr al-Goran. Donc, il y a plein de météorites, mais il faut être capable de les reconnaître. Alors, c'est un patrimoine géologique extrêmement important qui doit être valorisé, et c'est un patrimoine
qui peut contribuer de façon beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer au développement des territoires. Et nous espérons que ça puisse être une réalité dans un avenir très proche. En tout cas, nous y travaillons. Nous y travaillons par la création de la fondation At-Tariq, All Together Task Force for Advancing Research, Innovation and Knowledge, donc for Meteoritics and Planetary Science. Donc, At-Tariq est une association qui est là pour promouvoir les sciences des météorites, mais pas que, en fait, météorites, cratères d'impact, mais aussi de façon générale les sciences et la vulgarisation des sciences. Donc nous y travaillons et nous sommes aussi partenaires de Africa Initiative. Donc nous avons créé avec un collègue, David Baratou, il y a 3 années, le Africa Initiative for Planetary and Space Science pour développer les sciences des planètes dans le continent africain. Voilà donc quelques images de nos activités dans At-Tariq et dans nos activités de façon générale, bon, et où j'ai voulu appeler cette diapo très vivante l'avenir, parce que bon, il y a tous mes doctorants enfin, qui m'entourent et qui sont voilà, bon, qui sont le futur, et puis tous ces jeunes. Donc ça, c'est à Aït Ben Heddo, il y a 2 week-ends où on a présenter les météorites à des enfants d'une école modèle qui est fantastique, l'école d'Amersgan, où les enseignants font un travail exceptionnel. Et ces enfants, il y avait 150 enfants qui donc d'abord nous ont écoutés donc en arabe, et puis après ils ont fait la visite d'un stand d'astronomie qui était organisé par la fondation Atlas Dark Sky, et puis le stand de At-Tariq où ils ont vu des météorites. Donc ça c'est l'avenir. Et vous voyez, en fait, ça c'est pendant le Moonshot Morocco, où on a eu la visite de beaucoup de petits enfants qui ont regardé les météorites, qui regardent au microscope, etc. Ça c'est une conférence pour les enfants des mamans russophones du Maroc. Et voilà, donc ça, alors ici c'est le conseil d'administration, en fait c'est la réunion, l'AG de At-Tariq Foundation, qui a eu lieu il y a juste 2 semaines de cela, et nous croyons fort en l'avenir avec tous ces jeunes, et donc on parlait tout à l'heure de modèles de développement, donc nous croyons en ces potentialités, et nous espérons que, en fait, on fera notre part du colibri, voilà. Voilà, et je vous remercie de votre écoute généreuse. Et voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Allez-y. Bonsoir. Je voudrais savoir ce que c'est que ce petit appareil qu'on voit sur tous vos clichés. C'est juste un GPS, parce que il faut montrer patte blanche. Non, en fait, c'est un GPS parce que quand on récupère une météorite, on doit avoir les coordonnées géographiques. Alors, souvent, on est au milieu de nulle part. Donc, la façon la plus simple et la plus précise d'identifier l'endroit, c'est le GPS. Donc on a les coordonnées géographiques qui nous permettent par la suite de positionner la trouvaille ou la chute sur une carte, et puis donc il y a tout le travail qui est fait par la suite. Maintenant, on n'a même plus besoin des GPS. Il y a en fait, vous avez les GPS sur tous les smartphones, et la dernière fois qu'on était en mission de terrain, la majeure partie des gens qui étaient même dans le Sahara, ils avaient des smartphones, donc voilà. Mais c'est un GPS. Oui. S'il vous plaît. Oui. Oui. La traînée lumineuse. Oui. Oui. D'accord. Je vous en prie. Donc, en fait, j'ai dit qu'elles ne sont pas noires à l'intérieur. La traversée de l'atmosphère se fait en quelques secondes.
la vitesse de traversée, la vitesse de déplacement d'une météorite dans l'atmosphère, elle est entre 10 et 70 km par seconde. Donc en fait, quand vous voyez un météore, ça fait partie des choses qu'on demande aux gens, ça dure quelques secondes, hein, 1, 2, 3 secondes et vous ne le voyez plus. Donc la vitesse est tellement forte que ce qui brûle, c'est juste vraiment la partie externe. Ça ne touche pas l'intérieur. D'accord? Donc, et il se forme une croûte de fusion qui est inframillimétrique. Et c'est pour cela que je dis qu'elles ne sont pas noires. Certaines des chondrites carbonées sont noires, mais pas toutes les météorites. Voilà. Donc, pour ce qui est de la couleur noire. Maintenant, pour ce qui est de l'endroit de la chute, alors, dans l'absolu, il n'y a aucune raison pour que ce soit à un endroit ou à un autre. C'est complètement aléatoire, sauf que, bon, la Terre est couverte à 75% d'océan. Donc, normalement, si ça tombe dans l'océan, on ne va pas les voir. Et que les zones habitées, il y en a peu. Mais je peux vous donner l'exemple. Ben Guerir, bon, c'était assez proche de la ville de Ben Guerir. Il y a eu une chute en 2015 en France, à Draveil. Bon, le petit bout de caillou, il était dans le toit d'une maison. Donc, c'est juste que la probabilité pour que ça arrive sur une zone habitée. Les zones habitées, leur extension étant ce qu'elle est, bon, il y a moins de chances que ça arrive là-dessus. Maintenant, alors on peut dire que vous avez des gens qui récupèrent les micrométéorites, elles sont partout. Et on peut ramasser des micrométéorites, vous pouvez les ramasser sur votre toit. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que ça tombe tout le temps. Oui, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Merci de votre exposé. Moi, je voudrais vous poser 2 questions. Alors, la première question, pourquoi vous avez dit que pour le système solaire, les météorites permettent d'avoir des renseignements physiques par rapport à la spectrométrie? Pourquoi ce n'est pas assez souligné? On parle beaucoup de spectrométrie quand il s'agit d'évoquer le système solaire, sa naissance, etc., différentes recherches scientifiques, mais ce n'est pas assez souligné les informations qui viennent des météorites. Première question. Et deuxième question, est-ce que la connaissance des météorites a permis de rectifier des choses dues à la spectrométrie? Merci. Alors, donc en fait, j'ai montré exprès une publication, mais vraiment de cette semaine, par rapport à l'origine, en fait, en travaillant sur une météorite très primitive, une chondrite carbonée, où on a trouvé des éléments chimiques où en fait leur âge montre que obligatoirement ils sont plus vieux que le système solaire, que le Soleil, que le système solaire. Donc c'est peut-être pas, en fait l'astrophysique est beaucoup plus ancienne, c'est une science qui est beaucoup plus ancienne. La science des météorites, donc la Meteoritical Society, elle a moins de 100 ans. En fait, c'est une science qui est récente et qui se développe de plus en plus. Et dans la Meteoritical Society, de tous les chercheurs et quelques amateurs, il y a 1 millier de membres. Donc nous ne sommes pas une très très grande communauté comparativement aux astrophysiciens. Donc, en fait, bon, tout ce qu'on connaît de l'astrophysique, tout ce qu'on connaît du système solaire, il est réel, il n'y a pas de problème, mais on a des choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus précises, par exemple sur l'aluminium 26, par exemple sur des éléments chimiques qui en fait sont datés sur des météorites. Alors je vais juste vous donner un exemple. L'âge de la Terre, il est de 4,56 milliards d'années, mais on ne le sait pas parce qu'on a daté des roches terrestres. On le sait par analogie avec l'âge des chondrites carbonées, et non pas la Terre. Toutes les roches terrestres les plus anciennes, elles sont rentrées dans des cycles, etc. Donc, c'est une réalité que les météorites donnent un éclairage important sur l'origine et l'évolution du système solaire. Donc, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs aux étudiants dans le cours de cosmochimie, que j'ai introduit en 3e année. Et bon, on n'a rien révolutionné en termes... non pas révolutionné, on n'a rien changé en termes de connaissances.
de ce qui est connu par l'astrophysique. Oui, vous parlez de météorites lunaires et martiennes. Comment se fait-il que des pierres se sont détachées de ces planètes? Oui. Alors, donc en fait, bon, autant on peut comprendre qu'un astéroïde, dans la ceinture d'astéroïdes où il y a des millions d'astéroïdes, peuvent s'entrechoquer et puis se casser et changer de trajectoire, autant c'est plus compliqué d'expliquer comment un bout de caillou va être enlevé d'une planète, éjecté et arrivé sur une autre planète. Alors, en fait, les travaux qui ont été menés sur les météorites martiennes montrent que l'impact, l'intensité du choc auquel ont été confrontées les météorites martiennes est énorme. C'est au minimum 40 gigapascales. Et donc, bon, là, ça a été 7 années de travaux de thèse d'état que j'ai menés sur les météorites martiennes pour montrer quelle était justement la force de cet impact qui va pouvoir heurter la surface de Mars de façon tellement puissante que ça va éjecter des morceaux. Et non seulement ça va les éjecter, mais ils vont sortir de, en fait, l'attraction de Mars. Bon, elle est plus faible que la Terre, mais n'empêche. Et voilà, donc c'est les météorites les plus choquées qu'on connaisse. Alors, la Lune, un peu moins, parce que bon, la force d'attraction de la Lune est relativement plus faible, et puis que la Lune est plus proche de nous, etc. Mais sur Mars, c'est des puissances très très fortes. Bonsoir, merci pour l'exposé. Moi, j'ai une petite question qui est un peu simple, mais quelle est la différence entre une comète et une météorite, par exemple ? Merci pour la question. En fait, je n'ai pas présenté les comètes, c'est vrai. Donc, une comète, une comète, c'est un ensemble de glace et de poussière. Et donc, par contre, une météorite, c'est l'appellation de la roche quand elle arrive sur Terre. Donc, vous avez, avant que ça n'arrive sur Terre, vous avez le météoroïde quand c'est un objet qui n'est pas encore entré dans l'atmosphère terrestre. Quand ça rentre dans l'atmosphère terrestre, ça porte le nom de météore. C'est toutes les étoiles filantes, c'est des météores. Et si l'objet est assez gros pour arriver à la surface terrestre, ben vous avez une météorite. Voilà. Et dans les météorites, vous avez certaines qui peuvent venir de comètes. Donc, c'est entre autres certaines chondrites carbonées. Et il y avait un monsieur. Je profite puisque le micro est à côté de moi. Une toute petite question. Vous avez montré dans vos slides des gens qui cherchaient de l'étranger, qui utilisaient des instruments au cas où les météorites sont enfoncées dans le sol. Est-ce que c'est les mêmes instruments qu'on connaît en géophysique ou c'est d'autres instruments un peu plus adaptés? Je ne sais pas dans quel slide j'ai montré ça. Vous avez montré ça quelque part, vous en avez parlé. Est-ce que c'est les mêmes? C'est des magnétomètres, des électromags, des... Donc en fait, donc, la géophysique, oui, nous l'utilisons, nous l'avons utilisé par exemple pour le cratère d'Agoudal. Quelle méthode? La magnétométrie, en fait, les méthodes classiques de géophysique. Alors, ce qui est utilisé aussi pour la prospection minière, enfin, les méthodes simples, hein, donc, peuvent indiquer la présence de météorites. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais nous, on cherche pas les météorites avec les méthodes géophysiques. On cherche avec nos yeux. Alors, le détecteur de métal, ça ne marche que sur les météorites de fer. Donc, on ne va pas dans le désert avec le détecteur de métal, ça ne sert strictement à rien. Par contre, quand je disais les méthodes géophysiques, en fait, je sais qu'il y a des gens qui font de la prospection et qui arrivent à trouver des météorites par ce biais-là.
Mais bon, je ne dirai pas plus. Notamment sur Avoudel, où les gens cherchaient des météorites de fer. Donc on a vu effectivement les premiers chercheurs classiques avec un détecteur de métal simple qui prospectent sur une tranche de 30 cm, 40 cm, pas plus. Mais de gros objets ont été trouvés, et de gros objets de l'ordre de 70 kg et même plus, ont été trouvés à plus d'1 mètre de profondeur, mais avec un détecteur un peu plus imposant. Voilà. Mais l'objet, ce n'est pas de chercher, en fait, avec un détecteur. Voilà. Bonsoir, merci pour ces informations précieuses. Je voudrais savoir, vous avez répertorié les différentes météorites qui ont été collectées. Est-ce que toutes sont différentes les unes des autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas des météorites qui auraient les mêmes informations que vous pouvez avoir par rapport à d'autres? Alors, est-ce qu'elles sont toutes... Aucune météorite n'est semblable à une autre. Chacune est spécifique. Alors, on a des familles. On va avoir chondrites ordinaires de type H, L, LL, H4, H3, H5. Donc, c'est des familles. Mais aucune météorite n'est exactement semblable à une autre. Chacune a sa propre composition chimique, etc. Même si on est tous des humains, mais on est tous différents les uns des autres. Donc on a la même, on partage des choses en commun, mais on a quand même des différences qui font les spécificités des uns par rapport aux autres. Donc dans le tableau, si c'est le tableau dont vous parlez, des chutes de météorites au Maroc, donc il y a différentes familles de météorites qui sont tombées au Maroc et voilà, donc c'est ça. Bonsoir, merci pour l'exposition. J'ai une question. Comment s'est formée la ceinture d'astéroïdes et comment ça se fait que ces astéroïdes ont un âge plus vieux que celui du système solaire ou parfois celui des planètes? Alors, comment s'est formée la ceinture d'astéroïdes? Ce n'est pas ma spécialité, mais je vais vous répondre un petit peu. Tout ce que je sais, c'est que justement, en fait, les positions des planètes dans le système solaire actuellement est héritée de chamboulements extrêmement importants qui ont eu lieu pendant le Late Heavy Bombardment et qui étaient dus justement en fait à Jupiter. Et tout ça, cette espèce de chaos a abouti à une organisation que l'on connaît actuellement des planètes et des astéroïdes. Alors maintenant, la question que vous pouvez poser, c'est, et bon, on n'a pas de réponse, c'est est-ce que les astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes, est-ce que c'est une planète qui s'est disloquée ou est-ce que c'est une planète qui ne s'est jamais formée? Donc, on pense plutôt que c'est une planète qui ne s'est jamais formée, qui n'a pas eu la possibilité de s'accréter pour former une planète. Maintenant, votre deuxième question, je ne me souviens plus. Ah, alors non. Alors, dans le système solaire, tous les corps solides du système, tous les corps du système solaire ont le même âge. Ce que j'ai présenté, c'est un travail qui vient d'être publié où on a démontré que dans une météorite, il y a des éléments chimiques qui ne peuvent être là. Enfin, leur origine est plus ancienne que le système solaire. Donc, ils sont là, ça veut dire qu'ils ont été hérités d'un autre système. Donc, et en fait, je disais que le Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium et ne peut produire que de l'hydrogène, en fait, que de l'hélium. On ne peut pas produire autre chose dans le Soleil. Par contre, on existe, on est réel, et tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, ils existent. La seule façon de l'expliquer, d'expliquer la présence de ces éléments chimiques dans le système solaire, c'est qu'ils aient été hérités suite à l'explosion d'une supernova qui, elle, a eu la possibilité d'arriver jusqu'aux éléments les plus lourds, jusqu'au plutonium, et donc qui a soufflé ces éléments-là,
que le système solaire a récupéré. Et en cela, on dit que le Soleil est une étoile de 2e génération. Donc voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question par rapport justement au problème d'identification ou d'appellation de ce que vous disiez tout à l'heure et de votre collaboration active avec les locaux des zones où on trouve des météorites. Quels moyens vous auriez mis en place pour justement pallier à ce manque de déclaration des trouvailles ou de communication plus active pour justement qu'on puisse délimiter ça par zone et peut-être demain appeler ça Maroc ou Égypte ou Tunisie ou Afrique, enfin selon les pays. Qu'est-ce que vous avez mis comme méthode de collaboration? Parce que c'est des gens effectivement qui n'ont pas les moyens, mais ils savent, ils ont la connaissance, pour certains très poussée, mais pas les moyens, et puis loin de tout. Donc comment vous pouvez communiquer avec eux? Est-ce que vous avez pensé à mettre en place à proximité dans des zones on va dire urbanisées plus ou moins, des emplacements où ils peuvent se rendre pour communiquer avec vous, pour faire que, au fur et à mesure, on arrive à pallier à ce problème? C'est une question un peu fondamentale. En fait, tout le travail, c'est pas évident parce qu'on est sur un fil de funambule et où il faut être extrêmement vigilant. Alors, ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans à peu près, c'est d'établir une relation de confiance pour que les gens documentent. Alors qu'ils voient l'intérêt de documenter. Et donc ça, maintenant, l'intérêt de documenter, il est quasiment clair. Bon, avant, c'était très compliqué parce que dire, bon, vous devez me donner les coordonnées géographiques, etc. Bon, et puis nous, je ne peux pas être sur le terrain en permanence. Maintenant, il y a les GPS dans les téléphones. Donc, c'est plus simple, si vous voulez. Et je pense que maintenant, en fait, ça va s'organiser davantage. Alors, on doit mettre en place des choses. L'idée de développement territorial, c'est l'idée de mettre en place des musées régionaux qui permettent aux gens, plutôt que de vendre et d'avoir un peu d'argent pour une période limitée, de pouvoir avoir des choses dans leur région qui vont drainer de façon durable pour les enfants, en fait avec du tourisme qui est raisonné, etc. Mettre en place des choses qui puissent valoriser, en fait, quand vous avez une découverte, que vous ayez la possibilité d'aller vendre votre trouvaille à un musée national ou à des musées régionaux, et que, au lieu que vous soyez frustré avec votre trouvaille et que vous n'ayez pas la possibilité de la commercialiser ouvertement, ben là, voilà, en fait, ça c'est des petites choses. Bon, c'est des choses qui peuvent, de façon relativement simple, être mises en place. Ça prend du temps, mais c'est une construction qui est en train de se faire. Oui. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. En fait, comment ça se passe? Comment se fait-il qu'on a déclaré toutes les chutes? C'est parce que nous avons un travail collaboratif extraordinaire. Donc, quand il y a un météore, là, il n'y a pas 2 semaines, pareil, on nous a appelé, il faut aller, donc, et là, il y a une prise de conscience, etc. Donc, on est informé, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de mettre en place quelque chose de durable, et de viable, et de durable, et d'intéressant pour tout le monde. Parce que la situation actuelle,
elle est relativement catastrophique pour tout le monde et surtout pour le pays, quoi. Enfin bon, pour les chercheurs, pour le pays, pour les régions. Donc on est bon. En fait, on perd notre patrimoine comme ça et ça ne se renouvelle pas. Je dis toujours, ça m'amuse de dire ça. Je ne suis pas des champignons, hein. Ça ne repousse pas. Hein. Bon, voilà. Donc. Alors, bonsoir. Pourquoi au Maroc on a une telle densité de météorites qui est supérieure à ce qui est dans le monde? C'est ce que vous avez dit dans le tableau, ce qu'on a dans le tableau. Deuxième question. Qu'est-ce que vous avez découvert comme données scientifiques importantes et vous attendez à quelle découverte dans les prochaines météorites? Ouh là là. Toute une histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a autant de chutes? Là, je dis que je suis en train de travailler dessus avec les collègues astrophysiciens parce que ce taux est une réalité, mais on n'a pas d'explication. Alors, il y a une explication, mais elle n'est pas tout à fait satisfaisante parce que, en fait, il y a un intérêt qui est très, très important au Maroc. Vous avez une très grande communauté qui est intéressée. Dès qu'il y a le moindre météore, vous avez des centaines de personnes qui partent. Donc, ça, d'ailleurs, les Américains ne le comprennent pas, mais c'est comme ça, et ça marche. Hein. Donc, vous augmentez la probabilité de découvrir les chutes, parce que si vous n'avez pas une quantité de personnes importante, ben, vous n'allez pas trouver. Hein. À Tata, en fait, Tissint, franchement, bon, les gens qui ont trouvé les cailloux, moi je leur tire mon chapeau, et d'ailleurs tout le reste, hein, Tamdart, vraiment je leur tire chapeau. Donc, il y a une communauté qui est installée, qui s'y connaît, qui est intéressée, et c'est une partie de la réponse. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement ça, et je n'ai pas de réponse à vous donner autre que celle-là. La suite, c'était... oui, alors les découvertes. Donc, ici, il y a différents doctorants qui sont l'Arbi, Hashmi, Soukaina, Fatem Zahra. Chacun travaille sur un thème particulier. La science, je le souhaite, je l'espère, hein, on peut faire des découvertes exceptionnelles, mais la science arrive, en fait, évolue. Chacun va amener sa petite brique à l'édifice du savoir. Et on s'imbrique tous dans cet édifice du savoir qui est international. Et bon, voilà, donc on travaille sur les micrométéorites et la liaison avec la croûte de fusion, par exemple, et voir un petit peu, on travaille sur des thèmes, par exemple, de l'origine des sulfures, pourquoi est-ce qu'on a des sulfures natifs comme ça, d'où ça vient. Donc il y a des questionnements qui sont importants. Mais déjà d'avoir démontré qu'il y avait de l'eau sur Mars, bon, ça c'est quand même... voilà, avec les moyens dont on dispose, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin bon, alors bon, je ne sais pas si on aura d'autres aussi grandes découvertes, je le souhaite, Inch'Allah, je le souhaite pour l'avenir, voilà. Une dernière petite question, si vous le permettez. Madame Chenaoui, merci beaucoup. Bzef, merci. L'Institut, vraiment, il est ravi, l'Institut, d'avoir trois doctorants parmi votre équipe qui étaient des médiateurs culturels chez nous, à l'Institut français. Tout à fait. Alors, ma question, elle est toute simple. Dans une région, dans un petit village du Maroc, il y a des familles qui collectionnent ces météorites. Ils les vendent pour des vertus médicales. Est-ce que c'est vrai, il y a une relation médecine et ces météorites? Alors, en fait, je sais qu'il y a des gens... Bon, ça, c'est la lithothérapie. Je sais qu'il y a des gens qui y croient. En tant que scientifique, il m'est difficile de vous répondre que oui, parce que je ne sais pas, il n'y a pas d'éléments tangibles pour ça. Maintenant, je peux vous dire que, en fait, c'est quand même quelque chose d'avoir entre les mains un objet de 4,56 milliards d'années, d'avoir entre les mains le noyau d'une protoplanète. Et vous imaginez, c'est tout juste fabuleux. Donc après, qu'est-ce que ça peut dégager comme énergie positive? Bon, je pense que ça dépend de comment
comment on appréhende les choses, mais ça peut avoir un impact positif sur les esprits des humains, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Madame la dernière, j'ai des questions liées à l'humanité. Est-ce que notre origine est extraterrestre, via cette théorie? Et la deuxième, est-ce qu'il y aura une extinction de l'humanité par les météorites ou des moyens pour dévier les météorites, de grosses météorites? Alors, l'origine de l'humanité, elle remonte à l'origine de la vie. Et l'origine de la vie, maintenant, en fait, la Terre, quand elle s'est formée, n'était pas en mesure, n'avait pas les éléments qu'il fallait pour développer la vie. Donc, on est obligé d'admettre, du moins de ce qu'on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ces briques qui ont formé la vie ont une origine extraterrestre. C'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote ont une origine extraterrestre. On les trouve en quantité dans les chondrites carbonées et dans les comètes. Donc voilà pour ce qui est de la première question. La deuxième question par rapport à la disparition, l'homme n'est rien du tout. Hein. Franchement, par rapport aux vivants sur Terre, on est vraiment une toute petite espèce. Quand on a vraiment, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que on est une toute petite espèce. Alors, est-ce que c'est une météorite qui va nous faire notre extinction? Ça, je ne sais pas, mais est-ce qu'on est capable de dévier? Donc, il y a des vrais programmes. C'est des vrais programmes de la NASA, de l'ESA qui travaillent sur en fait, l'attitude à avoir par rapport à un objet de grande taille qui viendrait percuter la Terre. Et donc, on a collaboré un petit moment avec des collègues de la NASA sur un programme qui s'appelait le Deep Impact. Bon, le collègue est parti et bon, je ne suis plus dedans, mais voilà. Donc, c'est des questionnements d'actualité et réels. Merci beaucoup, Madame Chenaoui, pour cette très belle conférence et cet exposé et ces échanges. Merci à vous tous. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Je rappelle que nos conférences sont filmées et retransmises en live sur Facebook. Vous pouvez donc les y retrouver. Nous aurons le plaisir de nous retrouver donc dans un mois, le 26 février, avec Nathalie Denoblet du CEA qui viendra nous parler de climat. Merci et très belle soirée à vous. Merci beaucoup.